Le conseiller a beaucoup de choses à faire dans sa journée. Vous savez mieux que moi, mais il y a sans doute beaucoup de développement des affaires, d'administration, gérer l'AMF, ses clients, puis ainsi de suite. Alors que il peut vraiment comme cerner un certain élément dans le dossier de son client et le déléguer au fiscaliste qui, lui, va être capable de ramener ce qu'il a besoin de faire au niveau fiscal, puis de permettre au conseiller d'évoluer dans ce qu'il préfère faire là, pour que lui, sa business fonctionne. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Et déjà le 3e épisode de notre podcast Les Pros de l'assurance, présenté par Emma. Encore un top invité avec nous. Mais avant toute chose, je vais rejoindre mon acolyte qui est aussi le CEO de Emma Assurance Vie, qui est plein d'autres choses aussi. Nouveau papa, on en parlera tantôt, Félix. Tu vas bien ce matin? Yes, ça va très bien. On réussit à bien dormir. Le bébé, il fait des nuits là, d'au moins 4-5 heures, là, donc on s'en sort bien jusqu'à C'est maintenant. rare! C'est Ouais. rare, OK. Une belle expérience jusqu'à maintenant, donc. Aussi bien qu'en business, fait qu'on va espérer que ça continue comme ça. Je disais, on accueille une pointure ce matin, puis c'est pas un conseiller, c'est un fiscaliste. Donc, Jean-René Sénéchal, fiscaliste et cofondateur de Barricade Fiscaliste. C'est notre premier fiscaliste sur le podcast. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être votre 3e invité. T'es dans le top 3. T'es dans le top 3. C'est déjà quelque chose. Puis j'ai dit fiscaliste, mais t'es plein d'autres choses. Fait qu'on va commencer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Qui es-tu? Jean-René Sénéchal, c'est un fiscaliste, père de 2 jeunes enfants. Donc, je ne suis pas encore rendu à me présenter avant tout comme un papa, là, mais ça prend quand même une part importante dans ma vie. Félix, ça fait 2 semaines qu'il vit, donc je pense qu'on n'a pas terminé non plus d'en parler. Sinon, j'ai un background qui est ni comptable ni avocat, question qu'on me demande souvent. Moi, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité, un background en finance avant tout. Donc, c'est peut-être là que je rejoins beaucoup les conseillers. Quand on parle de placement d'assurance, c'est toujours un sujet qui me passionne. Mais par la suite, j'ai bifurqué en fiscalité. Puis, après 2 ans, donc chez PwC, je me suis lancé dans ma propre entreprise qui s'appelle maintenant Barricade depuis plusieurs années. Puis, qu'est-ce qui t'a, à la base, donné l'envie de te lancer dans le domaine de la fiscalité? C'était quoi l'appel? Je dirais, c'est sûr, quand tu arrives à l'université, je suis arrivé à l'université de Sherbrooke, j'avais 19 ans. On ne sait pas on est qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, à Sherbrooke, par chance, il y a des stages coopératifs. Donc, c'est comme un genre d'alternance stage-études. Donc, on fait 2 sessions, on va en stage pendant 4 mois, ainsi de suite. Et mon premier stage, c'était en comptabilité. Ça m'a moins appelé, mais mon deuxième stage était à l'Agence du revenu du Canada. Donc, carrément dans le département de recouvrement de l'ARC à Sherbrooke. Puis, ça s'est avéré vraiment une belle expérience. Au début, c'est sûr que tu arrives là, tu te dis c'est exactement comme vous pensez. Là. C'est les cubicules poussiéreux, c'est les pauses le matin, l'après-midi, des choses auxquelles on est peut-être moins habitué maintenant. Des collègues qui ont tous hâte à leur retraite. Mais j'ai trouvé que le service avec la clientèle était vraiment le fun. Même si j'étais au recouvrement, t'arrives là comme un petit gars, j'avais 21 ans à ce moment-là, tu te dis, je vais recouvrir des gens au niveau de l'impôt. Mais j'ai vu qu'il y avait un beau service à la clientèle, une belle collaboration qui s'installait avec les contribuables. Puis, ces gens-là, des fois, tu es pris au dépourvu, ils ne connaissaient pas les lois, ne connaissaient pas tous les mécanismes, les outils auxquels ils avaient accès. Et moi, avec ma petite expérience, j'étais capable de les aider, justement, puis de dire, c'est pas si mal que ça, là, pour vos impôts, on va trouver une façon de les payer, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce qui m'a donné la piqûre de la fiscalité, ce que je connaissais très peu avant. D'avoir des solutions exact. Pour les gens. Puis, moi, j'étais à ma place là-dedans. J'étais capable quand même de comprendre les lois, de leur expliquer, faciliter avec les chiffres aussi. Donc, ça venait chercher beaucoup de mes compétences, beaucoup de mes intérêts. Puis, par la suite, je suis arrivé aussi à la fin de mon bac avec un peu, je me disais, j'ai le goût de continuer. Je suis encore capable d'en donner à l'école. Là, je ne me voyais pas nécessairement aller tout de suite travailler chez Desjardins puis me chercher encore. Je vais faire un deuxième cycle. C'est là que la maîtrise en fiscalité s'est présentée à l'Université de Sherbrooke. Puis, je fonçais là-dedans à pieds joints.
Une des choses que moi j'aime beaucoup de ton parcours, Jean-René, c'est que souvent on va entendre parler des fiscalistes qu'ils aiment la loi, tu sais, la faire respecter, puis ils se vont un peu des fois comme un shérif là, de la loi fiscale. D'autres que ça va être l'optimisation fiscale, beaucoup dans les chiffres, dans les stratégies pour sauver de l'impôt. Puis toi, quand on t'écoute parler de ton parcours, c'est vraiment le côté humain de guider les gens à travers les méandres des lois fiscales. Ça, c'est vraiment une des choses qui t'a appelé. Puis je pense que ça te distingue toi, mais également tout le cabinet Barricade dans votre approche. Beaucoup plus humain que d'autres cabinets, là. C'est Oui, marquant. tout à fait. Si je voulais me présenter moi-même comme un conseiller, ce que je ne suis pas, je pense que j'aurais le goût de le faire parce qu'on se trouve à faire beaucoup du conseil assez général auprès de nos clients. Moi, j'aime ça quand mon client a une question d'ordre financier, comptable, légal, ben, il pense à son fiscaliste, il pense à moi en premier. Après ça, on va essayer de l'aider, Mm. puis on va l'envoyer ben, aux bonnes personnes dans notre réseau. On se voit avant tout comme des conseillers d'affaires privilégiés. Puis, au même titre qu'en fiscalité, chez Barricade, on n'essaie pas d'enfermer les gens dans certaines niches, là, dans certaines euh, certains trucs plus professionnels, là, bref, plus spécialisés. On veut que nos fiscalistes soient assez généraux, capables de parler d'immobilier, d'État national, de TPS, TVQ, d'agricole, ainsi de suite, pour avoir justement des belles discussions, une belle entraide avec nos clients. Mm. Puis Barricade, justement, parlons-en, ça partit c'est comme un groupe d'amis finalement qui se sont mis ensemble. Oui, tout à fait. En fait, la cohorte 2012 de la maîtrise en fiscalité a beaucoup aidé à partir de Barricade. Si on commence au début, en fait, c'est sûr qu'il faut parler de mon associé Alex. C'est lui qui, tout de suite après la maîtrise en 2013, s'est joint à Louis Morin, qui à ce moment-là avait 69 ans à peu près. C'est un personnage quand même qui a fait rouler sa bosse en fiscalité à Québec pendant plus de 40 ans, travaillé à l'ARC, il a fait un paquet de choses, puis il s'est retrouvé dans un moment de sa vie qui avait pas nécessairement de collègues, il était seul, puis il avait des gros clients encore, des gros clients à Montréal, partout au Québec. Donc, il cherchait un junior, puis c'est de même qu'il a rencontré Alex, puis qu'Alex est rentré. Puis eux, Alex a travaillé un peu comme travailleur autonome pour Louis pendant 2 ans. Et par la suite, ben, Alex avait pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon développeur. Donc, il faisait ses 5 déjeuners par semaine pour aller chercher de la business à Québec. Puis, tranquillement, il a fait sa clientèle. Et il avait besoin de quelqu'un d'autre là, pour les épauler dans leur dossier. C'est là qu'on s'est parlé. Moi, j'étais chez PwC. Je me suis joint à eux aussi comme travailleur autonome. À ce moment-là, on avait le projet de créer une sorte de réseau de travailleurs autonomes, justement pour des gens comme moi qui étaient dans des grosses entreprises qui se sentent un peu coincés par la lourdeur que peut avoir les Big Four. Là, pour ceux qui ont travaillé dans des bureaux comptables, vous allez comprendre facilement. On pourra en parler pendant des heures, des sentiments que tu peux avoir quand tu es dans une grosse organisme comme ça, mais que tu as du leadership, tu as de l'entrepreneuriat, puis tu aimerais ça en donner un peu plus, mais tu es surtout évalué avec tes heures facturables puis des choses comme ça. Donc, on voulait se sortir de ça puis donner un tremplin à peut-être des jeunes entrepreneurs qui voulaient pouvoir offrir leurs services avec un brand, puis quand même une équipe. Là. Donc, de là est né Groupe FEC à ce moment-là. Puis, pour différentes raisons, ça n'a pas nécessairement bien fonctionné parce qu'il n'y a personne qui était vraiment imputable de Groupe FEC. OK, c'est une marque, ainsi de suite, on est une gang, mais bon, qui s'occupe maintenant de faire la comptabilité, de faire le marketing, de tout ça. Donc, tranquillement, ben moi, Alex, Louis, et à ce moment-là, le fils de Louis qui était en évaluation, on s'est regroupés pour faire Barricade Fiscaliste. Ça n'a pas eu ce nom-là immédiatement, donc ça a évolué tranquillement. Jusqu'en 2017, là, vraiment, ça s'appelait Barricade. Puis c'est là, après ça, qu'on est allé chercher nos amis de la maîtrise, donc Yvan, Pierre-Olivier en premier, qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui sont encore nos associés pour vraiment lancer les bases de Barricade. Écoute, tu as mentionné quand même plusieurs choses là, dans l'histoire de Barcade, puis il y a deux éléments que moi je pense qu'il est important de bien expliquer. Il y a différents types de fiscalistes au niveau des titres au Québec. Tu as la maîtrise en fiscalité à Sherbrooke, tu as un cours qui se donne au HEC, il y a un cours qui se donne avec, je crois, les CPA pour la fiscalité. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer un peu la différence entre ces différentes avenues-là pour qu'un conseiller qui recherche un fiscaliste pour un de ses clients soit capable de faire un peu la différence vers qui il devrait le guider, ou est-ce qu'il y a une différence en termes de connaissances, d'expérience, de spécialité, dépendamment du parcours? Oui, très bonne question. Ben, première des choses, le titre fiscaliste n'est pas un titre protégé, donc il n'y a pas d'ordre par rapport au fiscaliste. Par exemple, Louis Morin, mon ancien associé, parce qu'on a racheté ses parts en 2019,
Lui n'a pas de formation en fiscalité, mais il a œuvré pendant 40, il œuvre encore aujourd'hui, donc il est rendu presque à 50 ans d'expérience. Et c'est tout à fait correct qu'il se dise fiscaliste. Maintenant, au Québec, maintenant, on est assez chanceux parce qu'on a des très bons cours qui se donnent. Donc oui, la maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi la maîtrise en fiscalité au HEC. Donc, c'est les deux programmes principaux qui forment des fiscalistes. Et tranquillement, on voit des programmes émerger, même au premier cycle, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai même vu un micro-programme à l'UQAR dernièrement que je ne savais pas qu'il existait. Donc, tranquillement, on est vraiment en train de se développer beaucoup de compétences. Donc, c'est rare qu'on tombe sur un fiscaliste, pour l'instant, qui n'est pas bien formé. Seulement, il va venir probablement de l'Université de Sherbrooke ou du HEC. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est le MFISC versus le DFISC. Eh bien, le DFISC, c'est un diplôme en fiscalité qui est offert par l'Université de Sherbrooke. C'est exactement le même cheminement que pour la maîtrise, mais la personne n'a pas complété son essai de fin de maîtrise. Donc, il a droit à un diplôme et non sa maîtrise. Souvent, les gens pensent que c'est un doctorat en fiscalité, donc ils ne sont pas tout à fait perdants. Mais à mon sens, c'est la même formation. En gros, c'est le Puis, même cursus de cours, sauf le volet Exact. d'essai. Puis après ça, j'imagine que ce qui fait la différence, c'est ta pratique, puis comment tu vas avoir gagné cette expérience-là à travers les années. Puis là, il y a différentes avenues. Tu as des avenues comme Barricade là, qui émergent, puis ça, je pense que vous prenez beaucoup d'importance au Québec. Là. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous référer là, chez Barricade. Mais après ça, tu as mentionné tantôt les Big Four. Tu sais, la différence de service entre quelqu'un qui est 100% travailleur autonome comme Louis par le passé, à Barricade, à un Big Four, à quoi un client ou un conseiller peut s'attendre en termes de différence de service entre ces différentes options-là? Ben, c'est sûr que j'ai la difficulté à parler nécessairement contre le Big Four parce qu'ils font des choses très bien. Puis même nous, on finit par les référer des fois pour Ouais. des services qui sont très spécifiques, très spécialisés. Ils ont la chance d'avoir une équipe internationale. Par exemple, moi, si je veux parler à quelqu'un au Gabon, ben, je suis sûr que je pars de nulle part, alors que peut-être que chez Price ou Deloitte, ils ont un contact. Bref, chez Barricade, l'approche, c'est vraiment une approche personnalisée avec un service à la clientèle en premier lieu. On veut que le client, le conseiller, le comptable retrouve toujours un peu le même service chez Barricade. Donc, un fiscaliste qui va être dévoué, qui va être là pour le client, qui va être capable de répondre à ses questions et le tout à hauteur d'homme. Donc, il n'y a personne ici qui se prend pour une gang. Il n'y a personne qui dit « Ah, moi, je fais juste de la fiscalité internationale, par exemple, je ne touche pas à autre chose. » On veut vraiment s'imprégner des dossiers puis aider là où est-ce qu'on peut aider finalement. On va prendre la place que le client va nous donner dans son dossier. Ben, c'est une des choses que j'aime de votre approche. Ça ressemble un peu à l'approche d'un conseiller en sécurité financière, de planificateur financier, puisqu'on va se positionner un peu plus comme un généraliste, où on va être là pour t'écouter, comprendre tes besoins, puis en fonction des éléments spécifiques, comme tu as mentionné, ben, c'est là que les Big Four peuvent être un bon outil. Là. Comme tu disais, là, le cas d'un immigrant étranger du Gabon qui a des actifs là-bas, une situation qui est en règlement. Ben, il y a personne qui a cette expertise-là au Québec si t'as pas nécessairement eu pratiqué là ou t'as pas des contacts là-bas. Fait que c'est là que les grands cabinets qui ont des bras un peu partout, ben, peuvent être utiles, mais de passer par quelqu'un de généraliste qui comprend tes besoins, qui peut t'aider spécifiquement pour plusieurs mandats, mais que certains éléments bien précis peuvent aller chercher l'expertise nécessaire parce qu'il y a un bon réseau. Je pense que ça fait quand même toute la différence. Oui, tout à fait. Puis une des caractéristiques qui nous démarque, c'est notre indépendance. Puis même actuellement, on développe beaucoup de services connexes à la fiscalité, mais c'est important pour nous de toujours rester indépendants à certains niveaux. Par exemple, on ne vendra jamais de produits financiers, de produits d'assurance. C'est quelque chose où on ne veut pas aller justement pour pouvoir continuer cette belle relation-là avec les conseillers. Tu le dis, on a un peu le même profil si on veut. Mais je trouve qu'ensemble, on est vraiment bon, les fiscalistes, les conseillers, on peut vraiment faire le tour du client. Alors, tu rajoutes à ça un bon comptable, un bon avocat, puis là, après ça, bien, évidemment, le client peut aller sur la lune avec ça et puis aucune limite. Ouais. Jean-René, j'aimerais qu'on parle de développement d'affaires. Tantôt, tu as mentionné au début de Barricade, tu dis « Ah, mon partner Alex, lui, il book tous ses déjeuners du lundi au vendredi, puis bon, ça rentre la clientèle. »
Est-ce que ça fonctionne encore, ça? Puis est-ce que maintenant ça a changé, par exemple, est-ce une autre façon de développer les affaires? Parce que, tu sais, on parle de fiscalité, c'est la même chose pour tous ceux qui ont une business. En fait, développer les affaires, c'est quelque chose d'assez commun. Euh, c'est quoi la meilleure façon, selon toi? C'est une très bonne question, honnêtement, puis je suis pas certain que j'ai la réponse précise à ça. Je pense que quand on était en 2014-2015, puis qu'on allait aux événements à Québec de déjeuner, de 5 à 7, ces choses-là, je crois que ça a été bon, tu sais, pour notre expérience personnelle avant tout, de dire, ben, je suis capable de me présenter, je suis capable de rencontrer des gens et d'établir mon réseau tranquillement dans ma vingtaine. Encore aujourd'hui, je travaille avec des gens que j'ai connus dans ces événements-là. Il y en a qui sont devenus mes amis proches, chez qui on va souper, que nos enfants jouent ensemble, puis ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, il y a peut-être deux volets. Un, on est plus âgé, on a déjà un certain réseau d'établis, on a une structure, bon, on est rendu une trentaine chez Barricade. Deux, on est aussi post-COVID. Donc, je pense que ça a changé beaucoup la façon de faire du développement des affaires. Maintenant, je trouve que c'est bien plus facile de cerner des gens qui sont clés dans notre réseau, des gens avec qui on aimerait collaborer, qu'on sent qu'il y a peut-être un certain partenariat, de leur écrire sur LinkedIn, puis leur dire, on prend ça un café virtuel, on peut-tu se parler une demi-heure? Puis souvent, ça fonctionne beaucoup mieux que d'aller perdre son temps dans une chambre de commerce, là, essayer de trouver quelqu'un à qui parler pendant 2 heures de temps. T'sais. Ah, c'est un bon point que tu apportes, là, parce que aller à la pêche sans savoir qu'est-ce que tu recherches, ça peut être compliqué, puis c'est aussi confrontant, là. Tu sais, aller te présenter à quelqu'un, puis là, t'investis 10-15 minutes, finalement, tu te rends compte que c'est un fiscaliste lui aussi, puis toi, t'es fiscaliste, puis finalement, ben, faites le même métier, ben là, t'as déjà 15 minutes sur ton 2 heures de 5 à 7 Ouais. qui est parti. Mais je pense que la clé là-dedans, puis je pense que vous le faites bien, mais que plein de bons conseillers le fait aussi au Québec, c'est respecter son style. Là, il y en a que ça va être justement aller faire des déjeuners remplir ses déjeuners toutes les semaines. D'autres, ça va être les cafés virtuels. Ça, aujourd'hui, j'en entends de plus en plus parler, puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Parce qu'une bonne approche bien ciblée, quand tu vois que tu as plein de contacts en commun sur LinkedIn, pourquoi tu dirais non à ça quand c'est bien fait? Fait que souvent, les gens sont très réceptifs, mais au final, ça revient à respecter son style. Si toi, t'aimes mieux les cafés, vas-y avec les cafés. Si t'aimes mieux les déjeuners, t'aimes mieux les déjeuners. Au final, il faut trouver une offre qui est intéressante pour l'autre partie. Sinon, ben, pourquoi il accepterait de prendre quelques minutes pour nous parler? Tout à fait. Puis il y en a qui vont peut-être être moins justement extravertis, qui vont moins sortir. Moi, je n'avais pas du tout le style d'Alex, notamment, mais avec le temps, ça fait effet boule de neige aussi. Un de mes associés, Pierre-Olivier, s'est développé une très belle clientèle parce que ses clients l'aiment, le réfèrent. Il y a des gens autour de lui qui se sont non sort. Puis finalement, rendu là, c'est pour ça que je dis que c'est dur à expliquer parce que le fait est que quelques années se sont écoulées. Et si on a fait 2, 3 bonnes choses au fil des ans, mais ça nous revient et maintenant on a la chance d'avoir des belles références. Et sans dire que les clients viennent à nous, je vous dirais que le développement des affaires, à mon niveau chez Barricade, est plus au niveau des partenaires qu'au niveau des clients actuellement. Mais comme Félix le disait, de respecter son style, finalement, de la personne qu'on est, puis de rester intègre dans ça. T'sais. Déjà, tu développes des relations qui sont plus honnêtes, puis qui sont plus, selon moi, durables dans le temps, puis pour ta business. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on peut pas. Ce serait impossible de se dire que d'ici, par exemple, 20 ans ou 30 ans, en continuant de faire les choses bien, il n'y a pas une certaine croissance interne qui va avoir lieu, Exact. qui va nous amener des nouveaux projets, des nouveaux défis. Donc, c'est dur de se tromper. Est-ce qu'on parle maintenant, si tu veux bien, de la relation? Parce que, tu sais, on sait, les pros de l'assurance, ça s'adresse principalement aux conseillers. La relation conseiller-fiscaliste. Donc, quel est l'avantage pour un conseiller de faire affaire avec un fiscaliste? Je dirais le conseiller a beaucoup de choses à faire dans sa journée. Vous savez mieux que moi, mais il y a sans doute beaucoup de développement des affaires, d'administration, gérer l'AMF, ses clients, puis ainsi de suite. Alors qu'il peut vraiment comme cerner un certain élément dans le dossier de son client et le déléguer au fiscaliste qui, lui, va être capable de ramener ce qu'il a besoin de faire au niveau fiscal, puis de permettre au conseiller d'évoluer dans ce qu'il préfère faire là, pour que lui, sa business fonctionne. Donc, on vient, je vois un peu comme une espèce de partenaire sous-traitant, qu'on peut chacun avoir un peu notre part du dossier, le tout à l'avantage du client. Étant donné que nous, comme
comme je disais un peu tantôt, on est indépendant, mais on ne pillera jamais dans les plates-bandes de l'autre nécessairement. Donc, moi, j'adore travailler avec les conseillers pour ça. Je trouve qu'on est des partenaires qui sont assez puissants. Mais je pense que ça vient aussi à respecter ses limites. Tu sais, un conseiller va être bon dans un élément spécifique, ne serait-ce que la connaissance de l'ensemble des produits disponibles dans le marché pour guider un client vers le bon produit. C'est vraiment l'expertise du conseiller d'analyse en besoin financier. Mais quand on arrive dans la section l'impôt d'essai, stratégie de structure corporative, gérer une succession, on a des actifs étrangers, ben là, on commence à sortir un peu dans la zone où on est hors de sa zone de contrôle, de compétences, puisque là, on est à l'extérieur de nos limites. C'est là que de le reconnaître, c'est un bon atout pour le conseiller, parce que ça permet de s'entourer, d'être plus professionnel dans son approche, parce que je sais pas pour vous deux, là, Christine, Charnay, mais moi, il n'y a rien qui me met moi en confiance, quelqu'un qui va me dire je suis bon dans tout. C'est impossible. Il y a personne qui est qui est bon dans tout. On dirait que c'est un des premiers red flags qui va lever. Fait que là, de voir quelqu'un qui va dire, bon, ben, garde, moi, je vais être bon dans cet élément spécifique-là. Quand on va toucher aux éléments fiscaux, j'ai Jean-René, j'ai Barricade, j'ai un Félix X, Y, Z qui va être en mesure de venir dans ton dossier au bon moment, où est-ce qu'on là, on va venir maximiser les honoraires, ça te coûte le moins cher possible, t'en aies pour la plus grande valeur potentielle. Ben là, ça va avoir de l'impact. Ça va te permettre de bâtir ta crédibilité. Puis vu que tu développes une relation avec un bon professionnel dans ton réseau, ben la passe se fait comme naturellement. Puis là, ça revient, puis là, ben, ça crée une synergie qui est tout le temps présente. Oui, tout à fait. Je suis une jeune conseillère. Je commence. Est-ce que je devrais d'emblée m'associer ou en tout cas travailler avec un fiscaliste ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plus tard? Je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Si je parle de mon expérience personnelle, si moi et Alex, on avait 23-24 ans, puis on rencontrait des clients, on rencontrait un paquet de monde, puis on s'est cassé les dents, là, des fois. C'est sûr qu'il y a des moments malaisants que les questions arrivent, tu connais pas les réponses, ou tu dis quelque chose, tu te fais reprendre par un vieux comptable, mais bon, il en a vu plus que toi, fait que c'est sûr que ça se peut que tu sais, on sait pas tout. Là. Donc c'est sûr que le plus tôt possible, je pense que c'est bon. Maintenant, mon conseil pour les conseillers serait peut-être d'essayer de participer aux rencontres avec un fiscaliste. Tu sais. Chez Barricade, les fiscalistes, souvent, on offre des rencontres avec les clients. C'est comme ça qu'on commence nos dossiers. C'est vraiment rencontrer le client, dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans votre dossier? On prend l'information. Par la suite, on peut dresser un plan, parler de réorganisation. Mais si le conseiller peut participer à ces rencontres-là, selon moi, il va apprendre beaucoup en peu de temps. Finalement, c'est comme s'il avait une rencontre avec un fiscaliste, mais gratuitement, si on veut. Puis, il connaît déjà le dossier de son client, donc ça devient hyper concret pour lui. Et souvent, les dossiers des conseillers vont se ressembler. On va parler d'intégration de sociétés de gestion, par exemple, pour pouvoir y placer des sommes. Au niveau de la fiscalité des assurances, si on a un transfert de police, où est-ce qu'on met la police, comment ça marche au niveau de la propriété partagée pour l'assurance maladie grave. Donc, plein de sujets comme ça qui vont revenir, qui rapidement le conseiller, s'il est allumé un peu sur l'impôt, va lui donner beaucoup de vocabulaire pour discuter avec ses clients puis avoir une certaine crédibilité. Puis comment est-ce qu'un conseiller peut préparer son client à une rencontre avec un fiscaliste? C'est justement en y assistant puis en connaissant un peu ce qui va se passer. Ouais. Est-ce qu'on prépare son moi, j'ai une approche que j'aime, que les clients arrivent le moins préparés possible. S'ils arrivent trop préparés, des fois, ils veulent tout de suite aller dans le vif du sujet. Ils ont vraiment comme certaines questions en tête. Moi, j'ai besoin de temps pour apprendre, pour connaître la personne à qui j'ai affaire. Donc, je commence tout le temps avec un historique. Même si le client m'envoie 10 pages là, avec toute son histoire, probablement que je ne le lirai même pas parce que j'aime mieux l'apprendre avec lui, poser mes questions, puis monter tranquillement mon casse-tête avec lui. Donc, des fois, les clients arrivent avec une boîte de documents, et ainsi de suite. C'est bien rare qu'on va avoir le temps de se plonger là-dedans. Je reste un peu la même chose pour le conseiller. Lui, dans une rencontre comme ça, je pense, moi, mes attentes envers le conseiller vont être d'être au courant au niveau, bon, grossièrement des placements, la stratégie d'investissement, si on va au niveau des assurances, bien plus justement les couvertures qu'il y a actuellement, les besoins. Comme ça, lui va pouvoir enchérir à ce moment-là. Mais avant tout, moi, je laisse le client parler puis j'apprends à le connaître. Ouais, surtout la première rencontre. Je pense que c'est essentiel d'être un peu en mode découverte parce que je suis convaincu qu'il est arrivé à maintes reprises que des fois le client va mentionner un petit détail que pour lui ça veut absolument rien dire, mais que dans toi, dans ta stratégie, il y a un élément d'optimisation fiscale qui est vraiment intéressant dans cet élément-là. Fait que souvent, ben, les gens, tu sais, sont pas des experts en fiscalité, le conseiller non plus. Je pense que moi, dans ma pratique, là, quand je faisais plus de dossiers en planification financière, moi, j'aidais les clients à s'organiser.
Fait que vraiment comme placer tous leurs documents dans le bon ordre, pour ça que toi tu sois clean, faire des résumés justement des protections, des placements, un peu des objectifs plus successoraux, financiers de retraite de la personne. Fait qu'une fois qu'on a comme un peu ce one-pager-là, tout bien organisé, ben, t'as essentiellement ce qu'il faut pour être capable de naviguer les premières rencontres. En fonction des besoins qui vont sortir, ben, c'est là que du monde comme j'en ai vont dire, bon, ben, regarde, pour la prochaine rencontre, j'aurai besoin de tes états financiers de ta corporation, j'aurai besoin de tes 10 dernières années de rapport d'impôt, you name it. Ben, il va être en mesure Mhm. d'identifier les bons documents. Il y a un élément que tu as mentionné tantôt que j'aimerais retenir. Tu sais, comment qu'on débute une relation avec un fiscaliste. Je suis un jeune conseiller dans le domaine. Là, moi, il y a deux grandes stratégies que j'ai entendues. Les deux peuvent avoir du succès, mais il y en a une qui a plus de succès que l'autre. La première, c'est que celle qui a moins de succès que je recommande pas à personne. Puis là, Jean-René, j'aimerais ça t'entendre sur cette stratégie-là parce que je suis convaincu que ça t'est arrivé à maintes reprises. Un jeune conseiller qui dit, ah ben regarde, moi je vais appeler un fiscaliste, je vais y référer de la business, puis lui il va m'en référer de la business en contrepartie. Fait que là, ça va être un échange. Puis là, ben lui, vu qu'on va me référer des bons dossiers, parce qu'il y a des belles polices à vendre, je vais faire de la belle commission, puis moi, je vais y référer des dossiers, parce qu'il y a des bons honoraires, puis on va grandir ensemble. Euh, ben, j'imagine que tu te fais approcher par plus qu'une personne pour ce genre d'approche-là. Fait que si tu veux rester indépendant, ben, tu peux pas non plus commencer à référer tout le temps des dossiers à une personne. Parce que là, tu mets en péril ton indépendance. Fait que là, tout je veux pas parler pour toi, mais ton modèle d'affaires s'écroule un peu au niveau de l'indépendance. Ta valeur ajoutée, elle disparaît un peu de ce côté-là. Puis l'autre approche qui a beaucoup plus de succès à long terme, c'est d'en contacter plusieurs fiscalistes. Puis de dire, bon, ben, regarde, moi, je vais développer mon réseau. Puis je vais à chaque fois référer un client qui va fit le style du fiscaliste en question. Mettons que j'ai un client que c'est un passionné de golf, mais que j'ai un fiscaliste, Roger, que lui, c'est un pro de golf, il est inscrit à la tempête, puis il est vraiment bon là-dedans. Ben, peut-être que ce niveau d'affinité-là, ça va faire que humainement, ils vont connecter. Puis ben, ça se tombe, parce que ce fiscaliste-là, l'expertise nécessaire pour mon client. Puis là, versus un autre qui est un passionné de hockey, d'autres des échecs, d'autres de voyage, d'autres en corporatif, d'autres pour les fermes, tout ce qui est agricole. Puis là, une fois que tu as ton bon réseau, tu es en mesure de bien t'entourer. Puis la vie est quand même bien faite. Comme tu disais tantôt, avec 30 ans, 40 ans de carrière à bien faire les choses, à un moment donné, ça finit par revenir, mais de façon complètement organique, sans nécessairement être en étant de façon spontanée. Puis là, ben, c'est là que toi et ton réseau, tu grandis avec lui. J'étais curieux de t'entendre sur le style d'approche que toi, tu vois des conseillers, ceux avec qui tu as des meilleures relations, puis d'autres avec qui c'est comme ça reste à travailler. C'est-tu plus ceux-là qui vont justement vous demander, regarde, moi, je t'ai référé un client, je m'attends à avoir un client qui est référé en retour, tu sais. Ben, c'est ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Félix, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une relation exclusive avec un conseiller, vu notre indépendance. Nombre de fois qu'on s'est fait proposer des partenariats sur la terrasse du Portofino à Québec, ou dans des lieux comme ça, Ouais. c'est sûr qu'on n'a jamais pu embarquer là-dedans, on n'a jamais voulu embarquer là-dedans, parce que on a, c'est ça, un peu de la même manière que tu dis, on va vouloir peut-être fitter le profil du client avec le bon conseiller. Puis, il faut aussi savoir que des fiscalistes, c'est pas vrai là, qu'on lève des polices d'assurance vie de 20 millions à chaque semaine. Là. Ça arrive une fois dans une vie, ça. Ça va être très, très rare. Ouais, Là. Fait ouais. que on a quand même un potentiel limité à référer nos clients vers les conseillers. Je vous dirais qu'on va référer pas mal plus les comptables, les avocats, des gens comme ça. Les conseillers, souvent, bon, les clients sont déjà suivis, tu sais, puis on ne sait pas nécessairement les déloger. Ça arrive là, des fois, mais bref, plus rarement. Et donc, je te rejoins quand tu dis de conseiller aux conseillers, de faire affaire avec beaucoup de fiscalistes. Ça fait beaucoup de sens pour moi parce que c'est exactement ce que je conseillerais à un fiscaliste, de dire, ben, fais tout ton réseau auprès des conseillers. Par la suite, tu vas avoir une certaine synergie, un fit naturel. Puis, l'idée, c'est pas nécessairement de recevoir des, euh, des références à chaque semaine, mais juste de créer un réseau et que le client soit bien servi. Par la suite, ben, c'est sûr que l'effet boule de neige, ça va finir par revenir. Ouais, ben je pense que c'est le bon conseil. Vraiment, l'élément à retenir ici, c'est contacter des fiscalistes, puis offrez-leur de juste découvrir leur pratique, comment ils travaillent, ainsi de suite. Puis pas nécessairement d'attendre de leur faire un pitch qui doit tout référer votre business. Je pense que vous allez plus vous brûler en ayant cette approche-là que d'autres choses. L'important, c'est, comme n'importe quel type de partenariat, c'est d'arriver là avec beaucoup d'ouverture, puis de découvrir l'autre. Une fois que ça c'est fait, ben là, tu as les affinités, puis tu décides après c'est quoi ton feeling, puis où tu vas aller dans cette relation-là par la suite, là. Tout à fait.
Je pense que c'est le moment, maintenant qu'on se connaît bien, de parler de conciliation, travail, famille. On en Enfin. a parlé d'entrée de jeu. Non, mais c'est une grosse partie. En fait, là, c'est souvent c'est deux grandes sphères qui se côtoient et se rejoignent à certains moments, mais donc la famille et le boulot, surtout quand on est entrepreneur. Euh, Comment ça se passe pour toi, Jean-René? Puis est-ce que tu as des trucs pour Ben, filtrer? c'est un éternel apprentissage. Hein. J'ai des trucs. Bon, mon premier truc, c'est peut-être de ne pas avoir trop de trucs, justement, parce que moi, Ouais, c'est ça. c'est cute. Des fois, j'entends des gens qui leur conjointe va accoucher bientôt, ainsi de suite. Puis ils disent, ah, moi, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu sais, en réalité, c'est impossible de le Ouais. prévoir. Puis, la routine change des fois au début presque à chaque jour. Fait que tu te dis, mais j'ai essayé de m'installer une routine. Bon, je vais me lever à 5 heures, je vais travailler le matin ou je vais faire ça autrement, quoi que ce soit. C'est presque impossible parce que l'enfant évolue très rapidement. Maintenant, bon, on l'a vu dernièrement, il y a eu beaucoup aussi de maladies, de virus respiratoires. Fait que quand l'enfant est malade, ben, ça, c'est un autre paire de manches. Il y a toute la relation aussi avec la conjointe, le conjoint à valider aussi qui évolue. Donc, tu sais, moi, mon truc, honnêtement, c'est de dire, je vais une journée, je vais une semaine à la fois. J'essaie de vite m'adapter à la nouvelle routine pour être capable justement d'avoir certains segments de travail qui m'appartiennent, que je peux dire, bon, ben, je suis capable de faire ce que j'ai à faire et d'être quand même présent à la maison, tu sais, pour justement aider puis faire ma part et voir mes enfants. Donc, en vieillissant, ça devient de plus en plus facile. Tu sais, quand ils sont rendus, qu'ils vont à l'école, ainsi de suite, on n'en parle plus. Mais dans les premières années, je faisais le premier 18 mois, là, c'est assez rock'n'roll. Fait que c'est ça. Je veux dire, faut se respecter là-dedans, mais il faut aussi respecter le fait qu'on n'a plus de vie, puis que la routine va changer Ouais, c'est ça. rapidement. Puis peut-être un autre point. Et Oui, parfait. Je pense avoir un truc, la routine parfaite. La routine parfaite n'existe pas, fait que c'est non. parfait. La routine parfaite, il n'y a pas de routine. Fait que Ben, ça, en c'est fait, bon. faut être prêt Puis rapidement. tu faisais ça comment? Est-ce que tu travaillais plus ouais. Tu faisais-tu plus ça comme travail spécifiquement à la maison ou t'alternais comme travail hybride, bureau versus maison? Ben, tu sais, moi, ma fille est née fin 2019, fait que c'est sûr que là, on a eu la COVID là-dedans. Après ça, mon garçon est Ouais. né 2021, donc aussi. Fait que je te dirais, maintenant, je suis pas mal 50-50, à peu près à moitié au bureau, moitié à la maison. Ça me permet justement, quand je suis à la maison, d'avoir plus de temps pour travailler. Tu sais, ma conjointe peut s'occuper de la garderie. Quand je viens au bureau, ben, je peux passer du temps avec mes collègues, évidemment. Mais là, je m'occupe de la garderie parce qu'elle est proche du bureau. Mais encore là, ces choses-là peuvent évoluer rapidement. Fait qu'il faut, pour ça, encore une fois, c'est important de trouver une routine qui fonctionne bien, mais être prêt à la faire évoluer. Puis une des choses qui est importante Mhm. quand la routine évolue, ben, c'est de savoir ben, c'est quoi les rôles. C'est quoi les rôles du papa, de la maman et surtout, c'est quoi les priorités. C'est une des choses, puis là, mes collègues qui m'écoutent sont peut-être pas contents de savoir ça, mais une des choses que j'ai réalisées, c'est que si je veux être capable d'avoir une santé physique respectable, c'est-à-dire aller au gym 2, 3 fois semaine, il fallait que je mette le gym en priorité à mon travail. Sinon, c'est impossible parce que la famille prend tellement de place, le travail aussi, que c'est sûr qu'à un moment donné, ben, je vais me réveiller, je vais avoir 50 ans avec une bédaine puis peut-être des maladies. Fait que, c'est là qu'il a fallu que la santé comme physique, ben, je la mette en priorité. Fait que je m'entraîne sur les heures de travail, sinon je n'irai pas. T'sais. Ça aurait des impacts négatifs, certainement, Mhm. à long terme auprès de ma famille et de mon équipe de travail. Tu fais plus penser tu me fais penser à quelqu'un que ton école de pensée, c'est justement je vais investir sur moi-même en étant plus en forme, donc juste d'être une meilleure personne, plus reposée à la maison, versus au travail, avoir encore plus d'énergie. Oui, tout à fait. Puis on est tous différents, mais je pense qu'on a tous besoin d'un moment avec soi-même aussi. Puis ça, ben, avec des jeunes enfants, puis tu sais, 2 enfants, puis plus que tu en as, ben moins que tu en as des moments avec toi-même, ben moi, ben, le gym, ça permettait d'avoir un moment avec moi-même et aussi ben, Ouais. m'occuper de ma santé. Et c'est une des façons que j'ai trouvées pour essayer d'avoir un équilibre, là. Comme je vous dis, l'équilibre est pas mal la clé, mais il est difficile à trouver et il évolue sans cesse. Mhm. Puis j'ajouterais on parle de partenaires de vie, partenaires d'affaires aussi, les bonnes personnes qui vont comprendre la réalité, qui vont être là pour step in quand tu en as besoin, puis toi, tu feras la même chose quand ce sera leur tour. T'sais. Fait que ça, là,
l'environnement, puis on parlait aussi de ceux qui vont à la garderie chercher, ben il y a d'autres mondes que toi et ta conjointe, des fois, il y a comme un village, justement, autour de ça, puis il est donc important, ce village-là, quand on est dans les premiers instants du bébé, puis même plus tard aussi. Fait que je pense que ça aussi, ça compte, tu sais. D'emblée, de savoir, OK, vers qui je peux me tourner si j'en ai besoin. Puis, donc, s'organiser Je pense que autour de l'employeur ça. a un rôle à jouer dans ce village-là. Je ne peux pas y remplacer une grand-maman, évidemment, mais d'au moins comprendre ça et de promouvoir la conciliation, travail, vie personnelle. Mais ça, c'est une des valeurs qu'on a, puis c'est un enjeu qu'on a beaucoup chez Barricade. Et les quatre associés, on a des jeunes enfants, donc on n'a pas le choix non plus de donner l'exemple puis de faire part vraiment d'ouverture par rapport à ça. Mais je pense encore plus aujourd'hui, tu sais, avec déjà qu'avant la pandémie, il y avait des problèmes avec la garderie, puis la conciliation travail-famille, avec le transport, des fois ça peut être compliqué, mais là, tu t'amènes une pandémie, là, tu amènes de la main-d'œuvre qui est en grand manque au niveau de tout ce qui est CPE, puis là, il y a des besoins comme il y en a jamais eu. Ça crée aussi un enjeu où ce que, bon, tu sais, on a des employés qui ont des enfants chez Emma, puis des fois, il va arriver un moment où, écoute, la garderie est fermée aujourd'hui. Je peux pas venir au bureau, ou là, j'ai mon enfant à la maison, mon niveau d'efficacité, il va diminuer. Nous, ce qu'on prône toujours, c'est l'ultime transparence. Dis-moi juste les vraies choses. T'as ton enfant à la maison, parfait, on va comprendre, on va essayer de s'adapter, on va ajuster l'horaire, on va essayer de déplacer des meetings. Je pense qu'aujourd'hui, comme employeur, surtout dans un contexte de manque de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, si t'es pas compréhensif, flexible avec tes employés, puis là, tu sais, tantôt, tu parlais d'adaptation de semaine en semaine avec la routine qui évolue. Je pense que c'est un peu la même chose d'un côté Mhm. employeur. Faut que tu t'adaptes de semaine en semaine avec tes employés en fonction de ce qui va arriver, là. Oui, tout à fait. Tu sais, Barricade, initialement, c'était un regroupement de travailleurs autonomes. Une des choses qu'on voulait offrir en priorité aux gens de notre groupe était de la flexibilité. Justement pour dire que si tu veux prendre off tel jour, ou si tu as un enfant à la maison, un rendez-vous chez le dentiste, whatever, ben, sois flexible de le prendre. Donc, le modèle a évolué, donc c'est plus vraiment un regroupement de travailleurs autonomes, mais ça a toujours été l'idée de garder un feeling, une vibe de travailleurs autonomes auprès de nos employés qui se sentent comme des professionnels, qui peuvent justement gérer leur horaire, puis qui n'ont pas besoin de toujours demander une permission pour un petit congé ou quelque chose de même. Donc, clairement, je te rejoins là-dessus. C'est important de donner cette transparence-là et de l'accepter là, quand tes employés en ont besoin. Puis ça se transpose, je pense, même avec les clients. Tu sais, même les clients ont une conciliation travail-famille, ben, je veux dire, relation professionnelle, famille à gérer, là. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé à maintes reprises d'arriver chez un client, puis là, les enfants sont à la maison finalement, puis là, ben, faut dealer avec, bon, le fait qu'il veut jouer, qu'il y a une petite crise parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait pour dîner, puis là, ben, c'est un peu plus difficile en après-midi. Ça fait partie de la réalité d'être flexible, de s'adapter. J'ai même eu des clients qui arrivaient avec leurs enfants au bureau du professionnel. Puisque là, moi, j'avais pas de jouets. Mais à un moment donné, j'ai fini par avoir des jouets au bureau, des crayons de couleur, du papier pour essayer d'organiser les choses du mieux possible. Je pense qu'aujourd'hui, avec la distance, puis le fait qu'on peut utiliser des outils comme de vidéoconférence, comme on le fait en ce moment avec le podcast, ça l'aide grandement. L'ouverture à la technologie, clairement, c'est un outil essentiel aujourd'hui pour nous aider à gérer ça. Mais la famille, une chose de sûre, n'a jamais été autant importante que depuis la COVID. Je pense que ça peut prendre conscience à tout le monde que quand il arrive des moments comme ça, ben, les personnes avec sur qui tu peux compter, c'est tes proches, là. Ah, tout à fait. Puis c'est fun que tu parles des clients parce que moi, je l'ai vraiment trouvé merveilleux là-dedans, la COVID. Puis accepter justement qu'il y ait des pleurs de bébés en arrière ou des choses comme ça. Puis encore aujourd'hui, même si il n'y a plus de COVID vraiment, Ouais. les enfants sont encore malades souvent, puis on doit les garder à la maison, des choses comme ça. Puis j'ai jamais vraiment eu de mauvais commentaires ou de problèmes par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a une acceptation générale par rapport à ça. Puis c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est positif. Ben, écoute, je l'ai vécu la semaine dernière, j'avais une rencontre, puis justement, mon bébé, il se met à pleurer un peu. Puis une des personnes dans l'appel se met quasiment à avoir les yeux pleins d'eau. On disait, hey, ça me rappelle, genre 25 ans en arrière, ce que j'ai vécu quand mon enfant était là. Ce petit couinement-là, on dirait que j'entends mon bébé il y a 25 ans. Fait que ça crée même des moments humains incroyables. Tandis qu'avant, on avait comme, je sais pas, je pense que ça venait un peu de nous, mais une espèce de gêne de dire, il faut pas qu'il pleure, là, ça dérange le meeting, que la personne de l'autre côté est pas nécessairement réceptive. Je sais pas si cette réception-là a toujours été présente, puis c'est nous qui avions des idées préconçues sur comment ça va être reçu.
versus la COVID, ça a comme brisé tous ces tabous-là, toutes ces barrières-là. Là. Clairement, moi, j'en vois plus. Donc, en terminant, Jean-René, ce serait quoi ton meilleur coup professionnellement, ta plus grande fierté? Ben, je vous dirais, mon meilleur coup, c'est certainement de m'être lancé en décembre 2014, d'avoir choisi de quitter mon emploi pour partir à mon compte. Maintenant, c'est un couteau à double tranchant parce que j'ai toujours peur que de mes collègues, de mes employés chez Barricade décident de partir à leur compte eux aussi. C'est déjà arrivé dans le passé, je pense que ça va encore arriver. On a une formule qui fait la promotion beaucoup de l'entrepreneuriat. Donc, je ne pourrais jamais les empêcher de partir parce que pour moi, ça a été quand même une bénéfique, puis ça a été une grande fierté. Maintenant, ce qui me rend fier à tous les jours, puis ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de donner des emplois de qualité, justement, pour que ces gens-là restent chez Barricade. C'est pas toujours évident, puis je suis pas sûr que ça paraît non plus à chaque jour, mais c'est quand même ça qui me motive de me lever à chaque matin, de dire est-ce que je suis capable de donner le meilleur environnement de travail, que les gens vont avoir du fun, qui vont s'épanouir en tant que professionnels et qui vont pouvoir réaliser des objectifs par rapport à ça. Donc, je vous dirais, c'est pas mal ma fierté pour l'instant. Maintenant, tout va bien. Je pense que le meilleur reste à venir. Ben, ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est que c'est la création un peu d'un microcosme. Tu sais, une 100%. entreprise, ça crée de l'emploi, ça fait des revenus, il y a des familles qui vivent de ça, puis ça grandit tranquillement, puis à un moment donné, c'est plus des employés, ça devient rapidement des amis, ça devient rapidement des gens de confiance avec qui tu bâtis plein de projets futurs. Puis dans les employés qui quittent, je sais pas si vous l'avez vécu chez Bergane, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un employé qui a quitté, puis je suis devenu un investisseur dans son entreprise aujourd'hui. Fait que des fois, de maintenir un climat entrepreneurial qui permet aux gens de s'épanouir, d'avoir accès à de la liberté financière, l'indépendance au niveau de ses prises de décision, ça c'est quasiment une fierté de dire, écoute, j'ai créé un climat qui est tellement sain pour lui que éclos, puis il est devenu un entrepreneur, puis lui-même, ça va créer des richesses dans la collectivité. Ça, moi, de mon côté, je vois ça comme tu dis, un genre de couteau à deux tranchants, comme, je viens de perdre une méchante bonne ressource, mais je suis quand même très fier de lui. Là. Ah, tout à fait. C'est un petit marché, c'est un petit monde, hein, puis il nous reste encore beaucoup d'années devant nous. Donc, je pense qu'on va tous recroiser ces gens-là. Fait que tant que ça reste dans un climat positif, regarde, il y a de la place en masse pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-René. Merci, Félix. Absolument. Merci, ça fait un plaisir.